Bonjour à tous et bienvenue dans Talk Show, l'émission pour parler de santé mentale sans tabou, mais pas que. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'écriture, un art qui permet à de nombreuses personnes d'avancer, de se soigner, d'exulter. C'est le cas de Franck, notre chroniqueur, qui nous lira quelques-uns de ses textes. Stéphane rendra hommage à André Romieux, un infirmier en psychiatrie, qui a écrit cette phrase « Il n'y a pas de psychiatrie possible sans liberté totale d'expression ». On en saura un petit peu plus tout à l'heure sur cet homme très investi dans son métier. Mais avant tout cela, nous allons discuter avec Jacques Mathis qui est écrivain. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Tu as l'air bien installé. Un peu speed, mais ça va. C'est vrai, un peu ça speed. vient après coup, ça vient. Alors, tu es auteur, écrivain et tu es atteint de bipolarité, Ouais. trouble de la bipolarité. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on reçoit ici une personne qui est atteinte de ce trouble, mais pour celles et ceux qui découvrent cette émission, est-ce que tu pourrais nous parler de ta maladie? Alors, moi, enfin, comment dire? Déjà, il y a deux choses. J'ai du mal à en parler. Il y a, Pourquoi il y tu a as du mal à en parler? Je sais pas, parce que je suis toujours surpris par, par les questions qu'on me pose autour de ça. Je sais jamais. En fait, je sais jamais quel angle choisir, angle prendre. Parce qu'il y a plusieurs choses. Et déjà, il y a les côtés, moi j'appelle ça les côtés down Ouais. et les côtés up. Bon, après, donc hypermanie d'un côté et dépression de l'autre. Donc par rapport à une espèce de norme, on a des hauts plus hauts et des bas plus bas que les personnes qui sont sans pathologie. Donc ça peut déjà, c'est un peu parfois les montagnes russes au niveau de l'humeur. D'ailleurs, au début, j'avais eu comment on appelle ça, des thymorégulateurs, des températures d'humeur. Oui. Donc voilà, après, j'avais une vie un peu plus grise peut-être, je sais pas. Il y a certains qui parlent aussi d'une troisième phase, celle qui est stabilisée. Oui, alors celle-là, j'ai l'impression que je la connais pas des masses. Ou D'accord. alors elle dure pas longtemps, je sais pas. Mais c'est vrai qu'après, il y a des épisodes plus ou moins courts ou plus ou moins longs. Et moi, des fois, dans une même journée, j'ai l'impression de passer de l'un à l'autre. C'est assez curieux, quoi. Et à chaque fois que je suis dans une phase hypermaniaque, je me dis ah mais c'est génial, je fais plein de choses, j'ai plein de projets, c'est formidable. Et puis 2 jours après, je crois plus en rien. Je suis dépressif. Et puis voilà. Puis après il y a des moments plus calmes peut-être, ouais, je sais pas. Et après, alors je sais pas si c'est pour tous les bipolaires, je sais pas comment. Moi je peux que en parler Bien parler en sûr. mon nom. Oui, il n'y a pas qu'une seule Voilà. façon de parler de la bipolarité, oui, et de la Mais vivre. il y a aussi les crises. Alors moi, ça a plutôt été des crises qui allaient vers le haut. Par exemple, dans la BD psychotique que je conseille à tous. Oui, Donc, celle-ci dont on va parler dans un instant, oui. donc il y a eu un moment où j'ai fait un voyage, mais je prenais le train sans savoir où il allait. À la prochaine station, je sortais du train, j'en prenais un autre au hasard. Après, je faisais du stop. Après, je me retrouvais dans une forêt. Et je ne contrôlais absolument rien. Et voilà, c'est des moments où on perd pied. C'est ça en fait qui est difficile, c'est quand on perd pied. Et du coup, moi, je suis un peu plus dans l'obsession de un peu contrôler les choses. Quand on s'est eu au téléphone, d'ailleurs, pour préparer cette émission, tu me disais que tu sentais que tu allais vers une phase up, comme tu Ouais, dis. là, c'est clair à ce Et c'est moment-là. un peu angoissant de se dire oh là là, ça c'est pas bon signe, je vais avoir une phase maniaque. Non, parce que ça reste un peu contrôlé, comme j'ai des médicaments, enfin contrôlé, je ne sais pas si on peut dire du contrôle, mais je sais, comment dire, j'ai repéré ces moments où d'un coup c'est un saut dans le vide. Il y a des moments où, par exemple, comment dire, il y a des moments, par exemple, ça m'arrive peut-être tous les 6 mois, je suis dans la rue, je commence à regarder quelqu'un, je me dis tiens, c'est une jolie fille. Tiens, elle est pas mal non plus. Tiens, les gens sont beaux. Tiens, la ville est belle. Et d'un coup, c'est une espèce d'hypersensibilité. J'ai l'impression d'être connecté à tout. Et quelque part, c'est positif, mais c'est tellement intense que, voilà, c'est ça aussi, moi, personnellement, dans ma maladie, le positif et le négatif, à un moment donné, se confondent. C'est-à-dire que même s'il m'arrive des choses formidables, après, oh, ça me fait peur, ou d'un coup, ça va être trop d'émotions. Et du coup, ça rejoint le négatif aussi. Donc, c'est pour ça que
je pense aussi que mes médicaments servent à ça, à niveler un peu ça, Ouais. parce que c'est... C'est comme une balance Oui, voilà. qui n'arrive Ouais, pas à se stabiliser complètement. Elle ouais, est toujours un petit peu comme ça ou comme ça. C'est ça que tu ressens un peu? voilà, ouais. Alors, je sais pas si ça répond entièrement à la question. Bah, c'est sûr, c'est ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas un bipolaire. Non, non, je pense C'est chaque que... cas est différent à Bon, chaque après, fois. j'ai une amie, elle est... ben, ça ferait aussi une belle, un beau sujet pour votre émission. Elle est schizophrène narcoleptique. Donc, elle a les deux, la schizophrénie qui est une pathologie lourde, en tout cas pour elle, et plus la narcolepsie, c'est-à-dire elle peut dormir à des moments de la journée un peu n'importe quand. Mhm. Et elle disait, elle avait lu la BD, elle dit elle avait senti des choses communes dans son expérience à elle, notamment au niveau des crises et des côtés très hauts comme ça. C'est pour ça aussi que je l'ai appelé psychotique, parce que ça fait aussi référence aux schizophrènes. Même moi, même si je connais que cette fille qui est schizophrène, je connais pas. J'ai pas tellement d'amis finalement qui ont des troubles psy, quoi. Voilà. Quel genre d'enfant tu étais? Enfant? Oui. Ah, je pense à une photo là que j'ai vue récemment là que je vais montrer pour le visuel d'un spectacle de marionnettes que je suis en train de faire. Et j'aime bien cette image. Je suis entre ma tante et mon oncle qui me sourit, et qui était en train de se marier. Ma tante se mariait pour la deuxième fois. Et je me vois sérieux, avec le nœud pape rouge, à faire ouvertement la gueule. Et voilà, je sais pas, j'ai... T'avais l'impression que tu faisais la gueule Oui, enfant? voilà. Non, peut-être pas tout le temps. Si, je faisais aussi la gueule sur ma photo de la communion. C'est un peu, je sais pas, c'est un peu une espèce de résistance aux choses, peut-être la résistance au tout va bien, il faut montrer patte blanche, faut dire des choses positives. Et moi, c'est comme si j'avais toujours voulu titiller ça ou être à l'inverse, ou un peu à côté de mes pompes, même quand je suis arrivé là. À la chaîne, je suis arrivé à midi et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et puis je savais pas quoi faire, quelle sonnette, machin, quel truc, qu'est-ce qu'elle m'a dit. Puis il y a une dame qui est venue, enfin la fille de l'accueil, là, qui m'a dit, ah, vous cherchez quelque chose et tout. J'ai dit, je viens pour le rendez-vous à 14 heures. Me dit, ah, mais c'est pas maintenant. Et j'ai parfois un peu l'impression d'avoir toujours ce côté un peu maladroit. Et parfois, je me demande même si je le cultive pas, ce côté maladroit. J'aime bien être un peu le chien dans un jeu de qui. Et déjà enfant alors? Je pense qu'enfant, j'avais ça aussi. Je sais pas. C'est À l'école, ça difficile. se passait comment? Est-ce que la photo de classe, tu faisais la tronche aussi ou... Non, non, mais Non, je là, faisais pas toujours la tronche. Moi, je me souviens, par exemple, en parlant d'enfance, je me souviens, c'était au CE1 ou CE2, enfin en tout cas à l'école primaire. Et je disais des choses à mon voisin, je disais des blagues que lui répétait devant tout le monde. Alors c'était marrant, j'étais comme son assistant en blague et lui il les disait. oui. Et c'est après je me dis, ah tiens, je peux faire rire les gens et tout ça. Et le rire a été très important dans ma vie. Mon père aussi avait de l'humour, il était drôle, pouvait être très drôle. Là, par exemple, quand il était à l'EHPAD, là, en dernier, il est mort, hein, il est mort il y a presque 10 ans, là. Et il y avait l'infirmière qui lui a pris l'attention, et puis il l'a regardé, il lui a dit, vous me gonflez. Donc des trucs comme ça, enfin voilà, des fois ça passait à côté, mais non, il y a quand même de l'humour, hein, Et dans ta vie, qu'est-ce que tu as écrit alors? Ben, j'ai écrit essentiellement des pièces de théâtre, mais il n'y en a qu'une seule qui a été publiée. Et puis, Ma j'ai femme est une écrit... connasse. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais. Donc bon, alors on comprend. Jacques, il dit je faisais la gueule, ma femme est une connasse. Voilà, il y a des gros mots qui arrivent comme mais ça. je ne suis pas non plus complètement à pas sans rire, hein, mais non, après... Non, mais c'est de l'humour aussi, cette pièce de bien théâtre. sûr, bien sûr. Ouais, je l'ai proposé à une bibliothèque à Strasbourg qui se dit un peu féministe et égalitaire et tout ça, et du coup, ils ont refusé la pièce. Oui, oui, ils ont dit- Ils ont dit, on peut pas mettre cette pièce en service dans cette Elle parle de quoi bibliothèque. cette pièce? Oh, c'est une pièce de boulevard, je me suis amusé à écrire ça, c'est l'histoire d'un peintre et d'un metteur en scène, leur frasque avec une jeune comédienne, enfin, c'est très, voilà, je sais pas, Donc c'est paru officiellement. c'est paru, Hein, ouais, ouais, on bon, peut les pas... trouver dans les bonnes librairies. Oh, ça peut même se commander, hein, n'importe Oui. où, hein, après, bon... Oui, oui, j'ai vu ça. Il y a eu des courts-métrages aussi que voilà, tu as des réalisés. courts-métrages, ouais. Tu peux nous en parler? Les courts-métrages, qu'est-ce que je pourrais dire
Oui, ça a été un peu mon exploration par rapport à ça. C'est des films fauchés. C'est toujours moi-même qui finançais mes propres films, mais c'était pas des sommes de fous, hein. C'était pour 200-300 €, je faisais un film en vidéo, personne n'était payé. Donc c'était un peu un côté Ed Wood comme ça, faire des trucs sans argent. Et oui, c'était un moyen d'expression. J'ai toujours été en quête de moyens d'expression, que ce soit le cinéma. J'ai aussi fait des chansons, des choses comme ça. Qu'est-ce que ça te procure d'écrire? Bah, ce que je trouve intéressant dans l'écriture, enfin tout ce qui est fiction ou chanson, enfin dès que c'est dès que ça a l'étiquette fiction, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on perd quelque part justement une forme de contrôle. Les personnages, c'est à la fois soi et pas soi. C'est presque une, comment dire, c'est riche, ça apprend des choses sur soi. Tandis que là, par exemple, j'écris un journal depuis 20 ans et le journal, c'est différent. C'est pas le même genre d'écriture. Pour moi, c'est plus une écriture thérapeutique, le journal. Oui. Mais c'est pas le même, pour utiliser un mot à la mode, enfin, je sais pas si c'est à la mode. C'est pas le même kiff, quoi. La fiction, je sais pas, c'est un autre monde. On se projette dans quelque chose. C'est voilà. Et puis un moyen d'exister aussi auprès des gens, être un peu en lumière quelque part. Alors, je vais revenir dans un instant sur Psychotique, qui est paru en 2019, mais avant cela, on va revenir un petit peu sur tes premières crises. Oui, En 2000, oui, tu as eu une dizaine d'hospitalisations, c'est ça, c'est ça. entre 2000 et 2007. Voilà. Et quand on s'est eu au téléphone, tu me disais que justement ces hospitalisations un peu à répétition, ça t'a bloqué dans ta créativité. Ah, je me souviens pas avoir dit ça. Alors, c'est Oui. peut-être moi qui me suis Non, trompée, non, mais non, j'ai eu non. l'impression que c'était ça Oui, que tu voulais dire. Que... oui, certainement. Ah oui, enfin après, je sais plus trop comment je me remettais de ces internements successifs, mais c'est vrai il y a un moment, la créativité, non, elle était plus là. Moi, je me souviens, ce qui était terrible dans ces moments-là, c'est que j'avais plus du tout d'humour. Je comprenais plus rien à la marche du monde, je sais pas comment dire, enfin comment les gens fonctionnent, tout ça. C'est des médicaments qui en fait ont aussi des répercussions. C'est pas que dans la tête le médicament, c'est aussi dans le corps. Oui, On a des raideurs, on est rigide. C'est comme si ça se voyait et qu'on a ça, un peu vrai problème. on a déjà eu des témoignages Oui. ici sur ce plateau. Je pense à Isabelle qui était venue, qui fait du théâtre d'ailleurs, Ah Isabelle du GEM du Chesnay, et qui nous disait qu'elle, pendant un moment, elle avait un traitement qui lui retirait toute émotion. ah Et elle était plate Ah, sur les émotions. Et du coup, bah, voilà, alors effectivement, elle ne faisait plus de crise up and down, oui, comme tu parles, mais elle, c'était trop linéaire et que finalement, il n'y avait plus de saveur à bah, cette c'est une vie. camisole chimique. Ouais. On appelle ça une camisole chimique. Et toi, c'est un peu ce que tu ressentais aussi pendant tes hospitalisations? Alors, ouais, c'est difficile à dire, enfin à exprimer, parce que j'avais sur les 10 internements, ça n'a pas forcément suivi le même parcours, le trajet, tout ça. Mais parce qu'il y a des moments où j'étais à l'hôpital où j'avais la patate, quoi. Oui. Donc, mais c'était tout au début, avant que les médicaments fassent leur effet. Et j'étais là, voilà, je me rappelle, des fois je me changeais 2-3 fois par jour. Une fois, je m'étais habillé enfin pas, enfin un peu classe comme ça, où je sais pas d'où j'avais ces vêtements. Et quelques heures après, j'avais mis un short en jean que j'avais fait moi-même, la déchiré moi-même. Enfin, limite des haillons, quoi. Et du coup, les infirmiers m'avaient dit après coup, ah, on a eu peur quand on t'a vu comme ça, juste après le. C'était un peu flippant pour eux. Ouais, voilà. Ils se sont dit, oula, où est-ce qu'ils nous Mais emmènent? bon, c'était une forme d'exploration aussi, Oui, bien sûr. jouer des rôles, peut-être, je sais pas. Et puis 2007, c'est la dernière fois que tu es hospitalisé. Et là va sortir un court-métrage un peu en même temps qui s'appelle Gottvertomie. Oui. Ça veut dire quoi, Gottvertomie? En fait, Gottvertomie, c'est un juron alsacien. C'est Ah, ça se dit avec l'accent. Bah oui, c'est vrai, tu viens de Strasbourg. Gottvertomie, un truc comme ça. Gottvertomie, d'accord. C'est un juron alsacien, mais je crois que c'est le pire juron alsacien qui existe. D'accord. Et en fait, si on traduit mot à mot, ça veut dire Dieu, donne-moi.
d'âne, moi, d'âner, du verbe d'âner, quoi. Et de Du coup, gothique, c'est une histoire de gothique. voilà, comme c'est une histoire de gothique, je trouvais ça marrant. Bon, après, je sais pas si les gens font, je pense que la plupart du temps, les gens font pas le lien. Mais moi, j'ai pensé ça d'un coup, tiens, ce mot alsacien, il sonne bien par rapport à. Enfin, en tout cas, ce qu'il veut littéralement dire, ça sonne bien avec les gothiques, justement, qui parlent d'enfer et tout ça, quoi. Alors, c'est humoristique. Moi, je l'ai vu, Ouais, je l'ai regardé. ouais. J'ai beaucoup ri Ouais. dans ce court-métrage. Alors, on ne va pas raconter forcément, juste si tu peux donner le synopsis de ce court-métrage. Parce que ce qu'on va vous proposer, c'est de le regarder vous-même sur bdmt.tv, parce qu'on le met en ligne. Et puis, comme ça, tout le monde pourra découvrir. Mais juste, Ouais. donne-nous un petit peu le résumé de cette histoire. Grandeur et décadence d'une famille gothique. Voilà. Et alors, ça te fait rire, parce que c'est drôle en fait, mais il faut le voir pour rigoler. Moi, c'est de l'humour noir hein, quand Ouais. même. Bon, dès qu'on parle de gothique, de toute façon, c'est très sombre. Ouais. Euh, Bon, après, la voix off que j'ai faite, elle est quand même un petit peu. Enfin, oui, c'est un le peu ton, comme le ton est donné quand c'est même, un quoi. peu comme du documentaire, Ouais, du voilà. mauvais Oui, documentaire en voilà. fait. C'est Et ça. Ouais. c'est un peu de la parodie et Ouais. voilà, comme si vous étiez sur une chaîne de télévision que je ne vais pas citer, qui vous donne un peu en immersion dans une famille gothique. Voilà. Mais c'est un peu de l'absurde. Ouais. Mais c'est complètement de l'absurde même. Ouais, ouais. Donc à voir sur bdmt.tv. Et puis arrive, donc il y a eu Ma femme est une connasse en 2012, donc une pièce de théâtre, et puis 2019, Psychotique. Et Ouais. alors là, c'est pas du tout une fiction. Non. Enfin, oh, il y a des éléments fictionnels quand même. Hein. Alors dis-nous ce qu'il y a dedans, dans ce De livre, fictionnel ou. dans cette BD. Alors déjà, on te reconnaît toi. Ouais. Je ne sais pas si on va voir. Une je des sais pas premières si- images, on voit bien peut-être. Ah, on aurait dû vous mettre une petite image. Ouais, là, comme ça. On va vous la mettre en grand. Hmm. Et c'est toi, on te reconnaît bien. Oui. Bon, en même temps, l'illustrateur me connaît bien. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Alors on va en parler justement de cet illustrateur, Sylvain Derange. Hmm. C'est qui? Sylvain Derange, c'est un illustrateur de BD. Assez connu, À l'âge quand de même. 4 ans, il a voulu faire de la BD. Maintenant, il en a 45. Donc voilà, ça c'est sa 9e BD. Et tu l'as rencontré comment? Comment? La rencontre avec lui? Ah, c'était marrant parce que la première fois Enfin, moi, je connais l'histoire, hein, mais de Sylvain je, te, Derange. je te laisse la raconter. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas du tout accroché avec lui. On avait joué dans une pièce ensemble en 99, donc ça remonte. Et je sais pas, comme il était très coquet à cette époque-là, je me dis, ah, c'est un frimeur et tout. Moi, je m'habillais n'importe comment, voilà, je faisais pas gaffe à ce Oui, genre en de choses. short, En short? parfois. Oui. Et du coup, voilà. Et puis après, je sais pas, finalement, lui, il me trouvait sympa, bizarrement, mais moi, je n'accrochais pas. Et en fait, on s'est retrouvés parce qu'on avait des amis communs. Je logeais dans un appartement où il y avait des plasticiens qui étaient en art déco, tout ça. Et du coup, on s'est revus comme ça. Après, les amitiés, souvent, ça commence un peu de façon émiettée, comme ça. On ne sait jamais trop quand on commence une amitié. C'est toujours un peu comme ça, j'ai l'impression. Tu parles de toi beaucoup quand même dans, Ouais, dans cette BD. Et c'est ton histoire à l'hôpital et à l'extérieur, dans le monde extérieur. Pour quelle raison est-ce que tu as voulu écrire cette BD? Ben, en fait, pour moi, c'était aussi un moyen d'avoir un espèce de témoignage exhaustif sur ce que j'ai vécu, sans mauvais jeu de mots pour tourner la page peut-être, et puis aussi pour montrer à des amis, parce qu'à un moment je parlais tout le temps de ça, je Ouais. parlais tout le temps de... Mais tu le dis à un moment donné dans Voilà. cette BD, tu dis que c'est pour montrer à tes proches Oui, ton quotidien. voilà, c'est ça. C'est parce qu'à un moment donné, je savais plus ce que j'avais raconté à qui, machin. Des fois, on me dit, ah tiens, tu m'as jamais raconté ça. Et du coup, je me suis dit, ben, avec cette BD, il y aura un espèce de rapport, comme un rapport de police, il y aurait toutes les informations. Et je crois que ça a un peu marché. Je crois que j'en parle un peu moins. Et puis, ça
Ça pourrait presque peut-être être une manière de faire connaissance, offrir cette BD, je sais pas. Je sais pas. Bonjour, tiens, Bonjour, c'est ça. voilà. regarde qui Voilà, je suis, tu lis puis on se rencontre après, c'est ça? Le truc qui glace tout de suite, quoi. Non, parce qu'il y a un peu d'humour aussi quand même dedans. Oui, oui. Après, c'est pas toujours que moi, l'humour. Hein, Oui. c'est aussi. En fait, Sylvain a fait toutes les. Parce qu'il a fait aussi de la. Il a travaillé aussi sur le scénario. C'est-à-dire qu'il a surtout mis les interludes entre chaque chapitre Ouais. pour mettre un peu de légèreté. Et puis des fois, il a utilisé des choses de ma vie où il m'a même pas demandé mon avis. Il m'a un peu pillé. Mais il avait carte blanche. Oui, il bien avait le droit. sûr, bien sûr. Oui. Alors, tu dis aussi que ce qui t'a un peu sauvé à l'hôpital psychiatrique, à chaque fois que tu as été interné, c'est d'avoir été un peu mouton. Oui, exact. Alors que tu as quand même pas mal de gens qui vont avoir souffert beaucoup de ce côté-là. Toi, au contraire, ça t'a aidé. Bah oui, ça m'a aidé. Après, je sais pas si ça m'aide encore maintenant, dans une vie entre guillemets normée ou normale, mais en tout cas, ça m'a aidé parce que je sais pas si je peux dire que je m'en suis sorti ou je sais pas comment, je sais plus quel mot utiliser pour ça, parce que ça reste présent dans ma vie, hein, cette maladie. Mais du coup, j'ai perdu le fil. Euh, oui. D'être mouton. Oui, d'être mouton. Ben, oui, ça m'a aidé parce que, comment dire, par exemple, une c'est en fois, arborescence, là, dans ton esprit, c'est en arborescence. Tu as beaucoup d'idées qui arrivent quand je te pose une question. Il y a plein de choses qui se passent dans ton esprit. ben, disons que j'essaye à chaque fois d'être le plus clair possible dans les questions qu'on me pose, d'être un peu synthétique. J'aime bien, j'ai la sens, j'essaie des fois d'avoir le sens de la formule ou d'essayer de parler avec des images parlantes. Enfin, je sais pas comment dire. Et donc, du coup, quand je trouve pas l'image parlante, ça me perturbe un petit peu. Tu cherches Donc, mouton, en toi. par exemple, pour le mouton, justement, il y avait un moment, une fois, j'étais en chambre d'isolement et je venais d'y être entré, on venait de m'y enfermer. Et puis, je sais plus, on m'avait donné un plateau avec le repas. Et puis, je sais pas pourquoi, il y avait une soupe. Et puis, d'un coup, j'ai pris le bol et flatch, j'ai balancé partout. Je ne sais plus si j'ai joué avec d'autres nourritures ou quoi. Puis d'un coup, il y a un des infirmiers qui arrive, et puis il dit « Mais pourquoi vous avez fait ça ?» qui m'engueule et tout. Puis du coup, je me dis « Ah, ça, je ne peux pas faire. » En même temps, j'ai aussi joué le jeu toujours, en tant que mouton, justement, de prendre les médicaments, de systématiquement prendre les médicaments, parce que, même si, comment dire, c'est sûr, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, c'est sûr, s'il y a comment dire, ça bouscule ces médicaments. Comme je disais tout à l'heure, on est rigide, on est machin. C'est pas. Oui, il y a des effets Il y secondaires a qui sont des effets secondaires pas qui sont. agréables. Moi, je me souviens pendant longtemps à ma psychiatre, je disais quand est-ce qu'on baisse les médicaments? Quand est-ce qu'on baisse les médicaments? C'était tout le temps ça au début. Alors vous allez me baisser les médicaments, comme si à chaque fois baisser les médicaments c'était génial. Et il y a une de mes psychiatres qui a arrêté mon traitement à un moment donné, mais de façon décroissante. Et du coup, pour moi, c'était la vraie vie, c'est-à-dire la vraie vie d'être dans l'intensité, avoir des projets, voyager ou je ne sais quoi. Et d'un coup, je savais très bien que prendre les médicaments, ça voulait dire chape de plomb, rigide dans la démarche, rigide dans la tête peut-être. Je savais que quelque part, c'était pas tout de suite, ça me ferait pas tout de suite du bien. Ouais. Mais bon, tu as accepté malgré Voilà. tout. Accepter ces internements à répétition, accepter de la maladie. Et bon, c'est comme ça que maintenant, aujourd'hui, tu arrives à... Depuis 2007, donc tu n'as pas vécu d'hospitalisation. Non, et ce qui est assez marrant, c'est que 2007, c'est la seule hospitalisation où je suis venu moi-même à l'hôpital. Parce que... T'as senti qu'il fallait, quoi. Que là, c'était too much. Parce que moi, j'y suis allé. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital psychiatrique, c'était presque dans ma tête comme aller à l'hôtel. Parce que le truc, c'est que j'avais peur de rentrer chez moi, parce que j'avais peur que mes amis appellent une ambulance pour m'emmener à l'hôpital. Alors j'avais peur de rentrer chez moi. Alors je me suis baladé dehors, alors qu'il faisait déjà froid. Après, je me souviens, dans un endroit près des Restos du Cœur à Strasbourg,
j'avais allumé un feu avec des cartons pour me réchauffer. Puis d'un coup, il y a des cendres, des cartons qui vont vers les arbres. C'est pas possible, je vais pas brûler un arbre quand même. Donc il y a eu ce truc-là. Et puis au bout d'un moment, c'est n'importe quoi, je fais n'importe quoi, je sais plus ce que je fais là. Un petit moment de Hop, lucidité. je suis allé à un endroit de la SNCF, je sais plus quoi, enfin un truc. J'ai dit écoutez, vous voulez pas appeler l'hôpital psychiatrique, là il faut que j'aille à l'hôpital psychiatrique, c'est sûr, j'en peux plus manger, dormir. À l'hôtel. Voilà, Prenez soin de moi s'il vous plaît. C'est ça. Alors, il y a quand même des bonnes relations qui se créent parfois entre infirmiers et patients. Et puis, on a Stéphane qui est allé à la rencontre de personnes qui voulaient rendre hommage à un infirmier en psychiatrie, malheureusement décédé. C'est André Roumieux. Qui est cet homme, Stéphane ? André Roumieux, c'est un humaniste. C'est quelqu'un qui a œuvré toute sa vie, d'une part pour la sectorisation, c'est-à-dire la prise en charge des patients hors de l'institution, hors des murs, et aussi pour revaloriser le métier d'infirmier en psychiatrie. C'est un des premiers, notamment, à avoir pris la parole au nom de sa corporation en 1974 devant un congrès de psychiatres à Auxerre. Il est venu avec 400 autres infirmiers pour expliquer que si on parlait de leur métier, c'était à eux d'en parler avant tout et non pas aux psychiatres. Et c'est quelqu'un qui a été un humaniste. C'est le premier à avoir écrit sur la profession. Il a fait un best-seller dans les années 70 qui s'appelle « Je travaille à l'asile d'aliénés » et dans lequel il décrit voilà, la vie de l'institution de l'hôpital de Villévrard, car lui aussi, on a déjà parlé dans une autre émission de cet hôpital de Villévrard. Il travaille là-bas et il explique ce qui se passe, comment on s'occupe des patients, comment on s'occupe des malades. Et ça va faire un best-seller. Personne n'avait jamais écrit sur la profession, sur les conditions de vie et de soins dans ces établissements. Et il enchaînera avec d'autres ouvrages, la tisane et la camisole. On y reviendra juste après. Peut-être on va voir ce reportage parce qu'il est décédé en période Covid et il y a eu un hommage qui lui a été rendu de façon posthume il y a quelques semaines. Oui, donc un an après finalement. Exactement, et c'était très émouvant et c'est une façon de découvrir le personnage aussi, un petit peu différente de celle que je vais moi vous délivrer, c'est-à-dire qui va être très finalement factuelle. Là, il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a des gens qui l'ont côtoyé, qui vont dresser voilà, des contours encore plus humains que ceux que je pourrais aborder moi. Alors, regarde ça. C'est l'homme qui ne se mettait jamais en avant, mais qui était opiniâtre en disant « il faut garder l'histoire ». André Roumieux déjà représente pour Villévrard une figure historique, puisque dès l'âge de 19 ans, il a commencé comme jeune infirmier à travailler dans cet établissement et il y a consacré toute sa carrière. André Roumieux, tout jeune infirmier, a osé écrire et prendre la parole pour parler de son indignation et du sens qu'il voulait donner à la prise en charge en disant non, on ne peut pas s'habituer à voir des patients enfermés, on ne peut pas s'habituer à voir des patients qui restent des heures dans des baignoires, etc. Au-delà des traitements, il a voulu penser une prise en charge humaniste où on laisse le patient, certes avec sa maladie, avec la limite de son état et de ses traitements, avoir une vie la plus ouverte possible et la plus en dehors d'une hospitalisation traditionnelle. Son parcours représente tout un pan de l'histoire infirmière de la psychiatrie. Travailler avec l'humain, le respecter était la clé de son métier. En 1974, il publie un ouvrage qui va faire référence, le premier best-seller écrit par un infirmier en psychiatrie, « Je travaille à l'asile d'aliénés ». Déjà dès la tisane et la camisole, dès Je travaille à l'asile d'aliénés, ces ouvrages qui l'ont fait connaître, non pas seulement à Villévrard, mais à l'ensemble de la profession psychiatrique et par-delà à l'ensemble de la France. Il l'a écrit, il a dit finalement personne, aucun infirmier ne s'était presque autorisé à prendre la plume et à dire c'est moi qui passe 8 heures auprès des patients et j'ai forcément un regard et un rôle tout aussi important, même si bien sûr chacun a sa place, que les autres. Il
faut se souvenir que, effectivement, dans ces périodes sombres, qu'a été l'asile, entre 45 000 et 70 000, les chiffres varient, personnes, hommes, femmes, qui sont morts dans les hôpitaux psychiatriques, morts de famine et de froid, c'était l'asile. Dans certains services, ils étaient attachés, contentionnés, parfois pendant des mois, etc. C'était vraiment une horreur. Il y a eu tout ce mouvement de réhumanisation. André Roumieux a été un des artisans de toute cette génération de psychiatres, d'infirmiers, puis de psychologues qui sont arrivés après, qui ont concouru à redonner une humanité aux patients et aux soins psychiques aux patients. Voilà. Il a réaffirmé, ou en tout cas affirmé, cette place tout à fait singulière et utile dans la prise en charge qu'est celui de l'infirmier. Et disons que je garde un très bon souvenir du travail avec lui. C'était quelqu'un qui sortait de l'ordinaire. Par rapport à la profession, c'était tellement, je veux peut-être me répéter, mais c'est quelqu'un qui réellement rehaussait la profession. Quand j'étais jeune, mon grand projet, c'était de travailler avec mon père. Mais mon père, il voulait pas parce que justement, il disait que son métier allait disparaître. Il fallait que je sois fonctionnaire. Et c'est comme ça que je suis devenu, comme on disait alors, fonctionnaire des asiles et infirmier psychiatrique. Et c'est comme ça que Claude, nous nous sommes rencontrés un jour, quelque part dans Villers-Bras. André Roumieux s'est éteint le 19 avril 2020. Il a travaillé pendant 36 ans ici, à l'hôpital psychiatrique de Villers-Bras. Hommage. Avec un de ses camarades, Daniel Rousseau, les deux R, vous voyez, Roumieux, Rousseau, avec un de ses camarades et un troisième collègue pour des questions juridiques, ils ont fondé en 1986 cette merveilleuse institution, la Société d'études et de recherche pour l'histoire de la psychiatrie, la CEREP. Et ils ont ramassé un peu partout, dans l'hôpital, dans la ferme, dans les sous-sols, ils ont ramassé des vieux dossiers, ils ont ramassé des vieilles galoches. Et ils veulent montrer, par le musée qui est au-dessus de nous, ils veulent montrer ce que c'était l'hôpital dans les années 1920, 1940, 1960, quand l'hôpital était une ville entièrement close. La mémoire, c'est vachement important, c'est ce qui peut nous relier. Quand il parle de mon père, il parle de leur vie à eux. Et c'est ça qui est beau. Lorsqu'il a contribué à la création de la CEREP, André Roumieux, avec Maurice Mallet et Gilbert Léon, ont eu à cœur de transmettre cela. Parce que je crois que ce qui est très important en psychiatrie, c'est la transmission. C'est transmettre toute une histoire, tout ce qui s'est passé. C'est le premier qui peut nous raconter la difficulté justement à parler. Et ça, c'est un truc qu'on continue à avoir dans les services, c'est-à-dire la parole est captée par certains, par certaines professions, notamment dans les réunions, et d'autres, c'est pas qu'ils n'ont pas la parole, au contraire, ils sont d'ailleurs souvent encouragés, mais on voit chez les infirmiers cette intériorisation d'une domination en quelque sorte. Il n'y a rien à faire malgré ces écrits, malgré ces textes, malgré ça reste une difficulté pour les infirmiers à prendre la parole. Pour que lui rendre hommage et que tout ce travail qu'il a fait dans sa vie reste inscrit pour toujours dans le patrimoine de l'hôpital, nous allons baptiser la bibliothèque de l'hôpital Bibliothèque André Roumieux. J'ai le souvenir de son accent, oui. J'ai le souvenir de son accent du Lot, il a toujours gardé son accent du Lot. J'ai le souvenir de cet homme qui était tellement généreux, tellement ouvert envers les autres. J'ai des milliers d'images d'André Roumieux. Émouvant hein, comme hommage. Oui, discrétion, humilité, altruisme, passion, enthousiasme, c'est ce qu'on voit en fait. C'est sur ce personnage qui a, comme je le disais tout à l'heure, contribué à humaniser le métier d'infirmier. Les infirmiers, on ne leur demandait pas leur avis avant, les infirmiers en psychiatrie. Et c'est le premier qui a osé écrire, à parler sur la profession. L'infirmier en psychiatrie, il est au contact en permanence des malades, contrairement aux médecins. Et il a voulu porter ça. Alors André Roumieux, c'est quelqu'un qui a
au travers de ses livres, il en a écrit 6, donner la parole à tout ce milieu-là, à tout ce monde, mais pas seulement, puisqu'il a aussi, avec son épouse Marcel, il s'est engagé auprès des compagnons d'Emmaüs, et il a écrit 2 livres sur l'abbé Pierre. Voilà, donc c'est quelqu'un pour qui l'humain devait être au cœur de chaque chose, et notamment au cœur du soin et de la santé mentale. Métier compliqué quand même, hein. Infirmier en psychiatrie. Oui, c'est sûr. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment il a contribué à garder la mémoire, à décloisonner un peu la profession, à amener les malades sur les premiers séjours hors des murs. Voilà, donc un métier qui évolue, pas toujours dans le bon sens d'après certains témoins, puisque effectivement, de plus en plus, on essaie à nouveau d'enfermer les patients. Sans doute, c'est lié au manque de moyens. Perpétuel débat. Hein, c'est un perpétuel débat. Et en tout cas, c'était très émouvant. Moi, je ne connaissais pas ce personnage qui est arrivé à 19 ans du Lot pour faire plaisir à ses parents. Il le dit un peu dans l'extrait de film. Et qui est resté toute sa vie et qui a voué sa vie à ce métier, à ses patients et à ses collègues. Mais Ville-Évrard est connu quand même aussi pour beaucoup exposer, mettre en lumière des photos de tout ce qui se passe à l'intérieur de l'hôpital. Il n'y a pas c'est pas trop tabou là-bas. Hein. Non, mais parce que notamment il y a des comment s'appelle des grands noms, des artistes qui sont passés là-bas. On pense à Artaud d'ailleurs. André Roumieux a écrit un livre sur Artaud et l'asile qui a été publié en 1996. Il a exhumé des témoignages du passage d'Artaud à l'hôpital de Ville-Évrard. Et il n'y a pas que ça, il y a tout ce mouvement surréaliste des poètes du lendemain de la Seconde Guerre mondiale qui a contribué aussi à mêler l'art avec effectivement la santé mentale. C'est essentiel pour toi l'écriture ? Ah oui, pour moi, oui. C'est thérapeutique. Enfin, surtout le journal, quoi. Le journal, c'est thérapeutique. J'ai besoin d'écrire tous les jours, quasiment. Tu écris à quel moment de la journée ? N'importe quand, sauf la nuit, je dors. Mais je peux écrire tard le soir ou le matin, c'est quand même rare. Ouais. Par exemple, là, tu vas reprendre le train pour aller à Strasbourg. Enfin, demain, tu repars à Strasbourg. Et par exemple, c'est un moment pour toi où tu vas te reposer ou tu vas écrire ? Oui, souvent j'écris dans le train. Mais c'est pas, j'ose à peine en parler parce que c'est pas une écriture de fiction. Moi, non, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a plein de fois où je me retrouve à écrire dans mon journal. Oh là là, j'ai pas envie d'écrire. Oui. J'aimerais tellement écrire. J'écris cette phrase-là, j'aimerais tellement écrire. C'est du Davos un peu, hein. C'est un peu ça. C'est parce que pour moi, ce n'est pas écrire. Pour moi, enfin voilà, je dis pas que les journaux... Est-ce qu'un jour, tu aimerais publier ce journal ? Ben, je sais pas, on m'en a déjà parlé et en fait, ce que je trouve intéressant... Enfin, à un moment donné, j'ai eu une idée, alors je ne sais pas si ça fera son chemin, mais comme ça fait plus de 20 ans que j'écris dans des cahiers, je me suis dit que ce serait marrant, une petite exposition un peu façon calligraphie, écriture à 14 ans, écriture en pleine crise, écriture... Est-ce que c'est pas la même écriture ? Ah non, c'est pas la même écriture. Calligraphiquement, ça change. Ça change complètement. C'est quoi ? C'est plus saccadé, plus fluide, plus... Déjà, c'est plus petit, j'écris plus petit, de façon plus discrète. Avant, c'était plus, ça prenait plus de place. Il y a des trucs comme ça, des choses qui bougent. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant, une installation dans un musée. Bon, je sais pas, après, c'est peut-être trop narcissique, mais de chaque année, ceci, ça serait à la fois... Pourquoi pas, Non, mais ça pourrait être une bonne idée. À la fois le sens littéraire et à la fois la calligraphie même, ou alors même parfois le papier. Alors, l'écriture est essentielle aussi pour Franck, notre nouveau chroniqueur qui va venir nous rejoindre sur ce plateau et qui va nous lire des textes qu'il a écrits lui-même. On va le recevoir tout de suite. Salut Franck. Bonjour Marie-Letty. Alors je te présente Jacques Mathis. Bonjour Jacques Mathis. Bonjour. Qui est l'auteur donc du livre dont on a parlé, Psychotique, et de plein d'autres choses. Et tu connais Stéphane. Stéphane, Eh oui, mais par contre nous on ne te connaît pas bien. Alors est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es ? Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité ici en tant que nouveau chroniqueur. C'est un hommage pour moi. C'est un honneur pour nous, sache-le. Merci. Donc je me présente, Franck Zobicou, usager psychique, en cadre psychique depuis 2007. Au préalable, j'ai fait des bêtises, j'ai fait des délits. Donc j'ai été condamné à 2 ans et 3 mois de prison à Fleury-Mérogis.
Et c'est là que j'ai contracté ma maladie psychique qui est la schizophrénie, entendeur de voix. Donc j'entends des hallucinations visuelles et des hallucinations auditives. Oui. Mais voilà, du coup, depuis peu, je commence à écrire et je puise mon inspiration tout au fond de moi, dans la culture G, dans mon entourage, dans tous les débats. C'est important pour toi l'écriture? Très important. Qu'est-ce que ça procure? Qu'est-ce que ça te procure? Une certaine liberté, un exutoire, Ouais. et voilà, C'est comme un soin. un soin, Ouais. ça libère. Et alors donc tu puises tes idées, c'est quotidien? C'est tous les jours que tu écris ou c'est de temps en temps? En fait, j'ai mis mon activité d'écrivain en parenthèse, parce que j'ai eu des projets, j'ai eu des décompensations, je me suis fait interner, hospitaliser, de nombreuses hospitalisations à répétition. Et voilà quoi. Et donc tu as mis ça un peu de côté. Oui, voilà. Mais Et à la base, depuis, là, t'es à la résidence. j'écris. Oui. Les sources, t'es aux sources? Non, à la colline, toi. À la colline. Mhm. Depuis novembre 2009. Voilà. Et Donc c'est- là, t'es et c'est dans le stabilisé. c'est dans le cadre d'un groupe de parole Oui. que j'ai commencé à écrire. Et un groupe de parole animé par moi, essentiellement, avec un psychologue qui exerce au foyer La Colline et un éducateur en même temps. D'accord. Alors je t'ai demandé aujourd'hui de nous livrer Quelques des textes, voilà, dont et j'ai ceux que écrit. tu avais envie Oui, bien sûr. de partager avec Voilà. nous. Alors explique-nous déjà le premier texte que tu as choisi. Mais le Comment premier- s'appelle-t-il? Hospitalisation psychiatrique, HP. En tous les cas, tu es minutieux, tu prends bien soin de tes textes. Oui, Ils sont dans un classeur? informatisé et aussi Ah, d'accord. des manuscrits aussi. Donc HP. En règle générale, une hospitalisation, c'est pour se soigner d'un mal-être. Moi, je l'ai vécu et ressenti comme une renaissance et un renouveau. Un nouveau départ dans ma vie de patient et donc malade. Cette hospitalisation psychiatrique m'a apporté pas mal de réponses à mes questions. Une partie de mes proches m'ont soutenu dans cette épreuve qui n'a pas été un long fleuve tranquille malgré ça. J'ai pris la route de l'hôpital avec la collaboration d'un psychologue que j'ai rencontré en maison d'arrêt. Mon hospitalisation a duré 1 an. J'y ai rencontré pas mal de patients avec qui je suis encore en contact. Ma vie a radicalement changé car j'ai réussi à me réinsérer dans la vie active grâce à l'équipe soignante, plus particulièrement due à l'assistante sociale qui m'avait trouvé de nombreux stages en ESAT. ESAT, ça veut dire établissement spécialisé à l'aide au travail. À l'aide au travail. Le premier stage et expérience n'a pas été concluante par contre. La seconde m'a permis d'intégrer le CAT, Centre d'aide au travail de Fontenay-le-Fleury. Ma vie à l'hôpital restera à jamais gravée dans ma mémoire. J'y aurai gardé des souvenirs impérissables. C'est bien écrit, hein. C'est bien écrit, c'est bien structuré. Et donc on C'est entend... prof Mariletti qui parle. Pardon, c'est prof Mariletti. C'est bien écrit, c'est bien structuré. Non, mais, Non, mais j'aime bien on qu'il a- y a beaucoup de sincérité, c'est vrai. C'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé, tu voulais dire... Non, mais c'est vrai que voilà, impérissable et tout, c'est pas des mots qu'on utilise tous les jours. Oui, Ouais. bah oui. Donc c'est bien. C'est des mots forts que tu avais envie de partager. Et pour toi, le fait d'écrire et de pas juste le dire, c'est important. Les écrits Liberté restent. d'expression, oui. Les paroles s'envolent et les écrits restent comme Horace dit. Et ça, tu as envie que ça reste. Voilà. Toute ta vie, tu as envie de te Voilà. rappeler. Il y a Restez combien de mort. temps que tu as écrit ce texte? J'ai commencé à écrire en 2018 Mhm. et j'ai fait l'activité du groupe de parole qui a été organisée au foyer. Elle a duré 2-3 ans et j'étais à la tête du groupe pendant 2 ans. Donc voilà quoi. Je vous lis le deuxième. Allez, on y va pour le deuxième. Comment Le deuxième, s'appelle-t-il? vie sexuelle et amoureuse. On y va alors. Selon l'éducation de chacun, évoquer le sexe ou l'amour était tabou, mais complètement, et chez certains, en parler c'était un devoir parental. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir mon père à mes côtés. S'il avait été présent, il m'aurait appris les rudiments de la vie. Et en parler à ma mère, cela me dérangeait énormément, donc j'ai dû apprendre à me débrouiller tout seul ou avec les camarades. Il y a eu plusieurs étapes étant jeune et ado. Le premier baiser, les premiers câlins, et tout ceci en colonie de vacances. C'était la phase découverte du corps. Les poils qui poussent, tard ou plus tard, la voix qui mue, et les premières masturbations.
On se transforme, on devient jeune, adulte, et tout, voilà la libido, l'érection et l'envie de faire l'amour à une jeune femme. Ma première relation sexuelle a eu lieu à mes 19 ans. J'étais en pleine possession de mes moyens et j'enchaînais les conquêtes pour profiter et m'amuser malgré l'absence d'éducation sexuelle. De péripétie en péripétie, je suis écroué en maison d'arrêt. Je tombe malade et à force de prendre des médocs, je perds ma libido. Mais là, à l'heure où je vous parle, ça va beaucoup mieux. Même si j'ai dû essuyer des échecs avec des partenaires dans le passé, actuellement, je ne suis pas à plaindre. Pour finir, l'amour triomphe toujours. Et un conseil aux célibataires. Il y a un dicton qui dit « La masturbation est au sexe ce que la physique est à la chimie ». Mais c'est destiné à tout le monde, à vrai dire. Universel, effectivement, ce sujet. Voilà. Et c'est incroyable d'oser en parler, parce que Ouais. c'est vrai que, bon, on y va, Pardon ? On se laisse aller. Est-ce que tu as un cœur à prendre ? Est-ce que je suis un cœur à prendre ? Ouais, est-ce que tu es Oui, célibataire ? Je suis célibataire. Tu es célibataire Ouais, aujourd'hui. depuis peu. Ouais. Et tu parles justement de cette libido que tu as perdue avec les médicaments que tu as pris. Toi aussi, c'est un sujet que tu abordes aussi, le fait d'avoir des envies, l'envie de manière globale, hein, c'est en up and down, c'est ça. C'est quand tu es down, il n'y a plus rien, il y a toutes les envies au sens large, mais quand tu es up, là, c'est la fête partout. Dans tous les domaines. Pas forcément la fête du slip. C'est vrai, je dis la fête partout, c'est pas le terme que j'aurais dû employer, je suis maladroite, mais oui, non, pas la fête du slip. Mais Jacques, il ose tout. Ouais, non, mais c'est intéressant, merci pour ce texte. Non, ce qui est intéressant, c'est que intime, Franck, c'est hors très caméra, intime. c'est aussi beaucoup de culture générale, on parle de séries, il arrive, on ne se connaît pas, il nous fait des blagues. Donc oui, si c'est un cœur à prendre, faut se dépêcher. Parce que... C'est gentil, merci. Et tu nous as aussi amené des petites blagues. Là, j'ai un dernier texte. Ah, c'est un dernier texte. Oui. Il y a des blagues ou pas ? Oui, il y a des blagues. Il y a des aussi. blagues. Alors allons-y pour un troisième texte Le qui s'appelle texte, la parentalité. Être ou devenir parent, c'est un devoir et un cadeau à plein temps, qui demande pas mal d'énergie, d'amour, de passion et de patience. 9 mois d'attente avant une joie et une émotion indescriptible qui se nomme l'accouchement. C'est l'histoire de 2 êtres chers qui s'aiment en concevant un nouveau-né. Donner naissance, c'est le plus beau présent que l'on puisse faire au monde. Le voir grandir reste un sentiment magnifique et magique. Et tout d'abord, il faut l'élever, l'éduquer en lui inculquant des principes, des valeurs, vertus et quelques convictions pour qu'il soit armé dans ce monde cruel. Ses premiers pas, ses premières dents, ses premiers cheveux, ses premières nuits, ce sont les moments les plus marquants d'une vie de parent. Et puis il y a différentes étapes à traverser pour accompagner son enfant, que ce soit une fille ou un garçon. La crise d'adolescence, la voix qui mue, le corps qui change, les poils qui poussent, et puis arrive l'âge adulte où là, le bambin vole de ses propres ailes à son tour et construit sa vie. C'est une suite logique. Après voilà, avoir parlé de sexualité, il y a la parentalité. C'est plein de maturité, plein de sagesse, tous ces textes. Voilà. Tu as des désirs d'enfant ? Oui. Oui, tu aimerais en avoir. J'ai 36 ans. Ouais. Quel papa tu serais ? Un papa gâteau. Un papa gâteau ? Qui donnera plein d'amour. Mais on sent, de toute façon, dans le texte, on sent beaucoup d'amour. Même dans ta façon de parler, justement, sur le texte précédent de sexualité, on ressent beaucoup d'amour. Tu as envie de partager cet amour-là. D'amour à donner, voilà. Oui, tu as beaucoup d'amour à donner. Moi, ma mère m'a donné beaucoup d'amour. Elle est décédée à mes 15 ans. Et elle m'a donné beaucoup d'amour, du coup, parce qu'elle m'a laissé en héritage. Voilà. Tu as écrit un texte aussi sur ta maman. Mais en fait, j'ai écrit un texte aussi. J'ai écrit un texte sur les entendeurs de voix aussi, qui a été publié dans le Lien Social, un magazine dédié aux professionnels de santé. Et je vous le ramènerai un jour. Bah oui, avec plaisir. Voilà. Parce que pour l'instant, tu les gardes avec toi, tu les gardes un peu secrets. Précieusement. Alors, ils sont plus très secrets maintenant, puisque tu viens de nous en livrer. Mais je compte bien reprendre l'écriture parce que j'avais mis mon activité d'écrivain en parenthèse. Donc, et maintenant, tu as envie d'écrire. Est-ce qu'on peut avoir quelques blagues ? Parce que Franck, il raconte des blagues. Alors, on y va. Un jour, Dieu dit à Casto de ramer, et depuis, Castorama. Vous connaissez l'animal qui a le plus de dents au monde ? Non. La petite souris. Ah bah oui, évidemment.
Et une dernière pour la route? Savez-vous ce que c'est une manifestation d'aveugles? Non. Un festival de Cannes. Ah, bravo. Et c'est quoi? Tu écoutes Rire et Chanson ou est-ce que tu trouves ces blagues? Non, mes sources sont plus les amis, mon entourage, les proches, et puis un petit peu moteur de recherche, Internet. T'es le bout en train un peu de la colline. Voilà. Bah, la blague, c'est le lien aussi, quoi, avec les autres. Lien, Eh bien, c'est universel, c'est comme le sexe, voilà. tu vois, c'est ça, l'humour. Ça crée du lien social. C'est de l'humain, c'est de l'humain tout ça. Hein. Ça donne de la vie, ça donne de la vie. Quels sont tes projets à venir? Moi? Ouais, Jacques. Ben là, je suis sur un spectacle de marionnettes, comme je vous disais. Ouais. Ça raconte quoi? C'était marrant parce qu'en fait, je me suis dit que j'allais jouer moi-même. Donc j'ai déjà fait un peu comédien en amateur, tout ça. Et puis je me suis dit, bon, ben, c'est assez conceptuel quelque part, l'idée de base, une marionnette à chaque main. Et ça marche comme ça, je l'ai fait parler comme ça. Et je me suis dit, je ne vais pas m'embarrasser du corps et tout, ça va être 2 têtes. Je me suis dit, 3 personnages, ça donne quoi? Puis je me suis dit, ça va être les 3 âges. Mon enfant de 10 ans, enfin moi quand j'avais 10 ans, moi au milieu, et mon père qui est mort, le fantôme de mon père. Donc c'est un peu un dialogue entre ces 3 personnages. D'ailleurs, quand je dois manipuler les 2 en même temps et que je parle aussi, j'ai jamais fait ça avec des... Enfin bref. Donc je suis là-dessus, je travaille là-dessus, mais ça ne durera pas très longtemps. C'est pas de la fiction là pour le coup. Si, c'est de la fiction. C'est de la fiction. Enfin, fiction. Enfin, avec des vrais personnages. C'est quand même très autobiographique, quoi. C'est vraiment... Ouais. Mais voilà, ça reste quand même de la fiction et je suis content parce que c'est un texte de fiction que j'ai écrit. Ça faisait un moment que je n'avais pas écrit de fiction et justement, je ne parle pas du tout des psychoses. Et ça me soulage un petit peu. Ouais. J'ai l'impression de passer un peu à autre chose et voilà. Alors, il y a un psychiatre, Richard Gaillard, que j'aimerais bien inviter d'ailleurs sur ce plateau, qui vient de sortir un ouvrage intitulé « Il faut être un peu, entre parenthèses, un peu fou pour être un bon artiste ». Quel est ton avis là-dessus? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut être un peu fou pour être un bon artiste? D'abord, je suis un artiste, ensuite je suis fou. Non, j'en sais rien. Mais parce que c'est vrai, on parle souvent de... Il y a beaucoup de très grands artistes qui ont été atteints de bipolarité, on ne le savait pas à l'époque. De schizophrénie. Et de schizophrénie d'ailleurs. Donc, est-ce qu'il aurait raison? J'ai pas encore lu cet ouvrage, hein, j'ai hâte d'ailleurs. Après, je pense qu'il faut juste se méfier de l'image, le fou génial, type Antonin Artaud ou le fou maudit, l'artiste maudit qui est fou, ou Van Gogh, des choses comme ça. Et c'est bon, d'accord, je dis pas que c'est pas bien ce qu'ils ont fait, hein, mais je suis en train de m'enfoncer dans je sais pas dans quoi. Non, mais c'est trop idéalisé, c'est trop fantasmé. Et ça peut être une souffrance aussi d'avoir des problèmes de santé mentale. Après, ce que je peux dire pour cette BD là, alors je dis pas que, comment dire, moi j'ai réussi à écrire ce texte après coup. C'est-à-dire après les crises, après les machins, il y a du temps qui est passé. On était stabilisé, quoi. Ouais, mais je pense que quand on est stabilisé, on n'est plus communicatif sur ces choses-là. On a du temps pour ce qu'on aime. On a du temps pour... Ouais, pour décanter aussi tout ça, tu vois, parce que si tu gardes pour ça. Voilà, pour toi, moi j'avais écrit un texte avant ce texte-là, j'en avais écrit un autre, et j'avais du malaise à le relire. Je me dis, c'est lourd, quoi. Et là, je me suis dit, j'avais envie, en fait, voilà, avec cette BD, j'avais envie de prendre les gens par la main. Il y avait du plaisir. Regardez, je vais vous emmener dans mon monde. Qu'est-ce que c'était ce monde-là, en tout cas? C'est pas genre, je vais te montrer ce qu'il y a dans mon monde. C'est pas agressif, c'est pas... solidaire, c'est fraternel. Ouais. Et d'ailleurs, dans tes textes, c'est ça aussi qui est... on comprend ce que tu dis, on voit où tu veux en venir, on est avec toi quand tu le dis. Ouais, c'est sincère. Ouais. Mais ta phrase aussi, ça dépend, je pense, de ce qu'on entend par folie. Mais le terme folie, là, il est pris au sens de la liberté. Tiens, soyons inspirés, abattons toutes les barrières. Donc je ne pense pas que ça soit forcément... comme c'est un psychiatre qui a rédigé, si tu veux. Ouais, c'est vrai, mais bon, en même temps... Bon, ce sera à suivre en tous les cas. On invitera ce docteur Gaillard. Je vais lancer mon invitation pour qu'il vienne justement effectivement débattre de ce livre. Merci infiniment, Jacques, d'être venu nous présenter donc Psychotique à l'édition La Boîte à Bulles.
avec une très belle couverture. C'est un très très beau livre. Hein. Vous verrez, il y a voilà, les illustrations sont magnifiques, les couleurs choisies sont très agréables, le papier aussi est très agréable, ça sent bon le livre et il est très sympa. Bah, tu sais quoi, Franck ? Je te le passe, je te le prête. Hein. Faudra que mais quand tu reviendras aux prochaines émissions, tu me le ramèneras. Okay, parce qu'on viendra là aussi l'exposer sur les différents ouvrages ici. Merci infiniment. Donc on suivra de près justement ce spectacle de marionnettes. Avec plaisir. Et puis, ce ne sera pas à Paris en tout cas. À Strasbourg, on se déplacera. Une captation digitale. Hein, on se déplacera. On s'habitue à tout. Merci Franck pour cette première chronique. C'était super bien, super chouette de t'avoir avec nous. Oui, super. Vous en prie, merci. Et ce n'était que ça a été un plaisir en tout cas. Ce n'était que le début. Et merci à toi. Mais de rien. C'était vachement sympa de découvrir André Roumieux. Donc à voir aussi au musée de Villévrard, à Neuilly-sur-Marne. Exactement. On peut aussi se renseigner sur lui auprès, effectivement, de la CEREP, la Société d'études et de recherche historique en psychiatrie, voilà, qu'il a contribué à créer. Merci infiniment à tous les trois. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau talk show pour être tous optimistes et confiants. À bientôt.